Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Les présidents Ouattara et Macron saluent les progrès dans la mise en œuvre de certains projets spécifiques en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la construction du métro d'Abidjan. Le chef de l'État ivoirien a échangé hier à l'Élysée avec son homologue français. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont aussi évoqué les questions régionales. Installation du nouveau conseil municipal de Grand Bassam, il est dirigé par Jean-Louis Moulot. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les attentes sont nombreuses. Le nouveau maire s'engage à développer la ville patrimoine mondial. Bientôt, une zone de développement culturel à Sassandra. Le ministre de la Culture a lancé le démarrage de ce pôle dans cette ville historique. Maurice Bandaman entreprend une visite de ces sites culturels. Cela s'inscrit dans le cadre du projet Sur la route de l'esclave initié par l'État de Côte d'Ivoire. Le président de la République reçu hier au palais de l'Élysée, Alassane Ouattara, a échangé avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État saluent l'excellence de leur coopération. Ils ont également évoqué des projets initiés en Côte d'Ivoire, à Ouattouré. La dernière rencontre entre les chefs d'État français et ivoiriens remonte au 12 novembre 2018. C'était au lendemain de la célébration du centenaire de l'armistice. 3 mois plus tard, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se retrouvent de nouveau au palais de l'Élysée. Un tête-à-tête suivi d'une rencontre élargie à laquelle ont pris part le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le secrétaire général de la présidence Patrick Hachi, a permis aux deux délégations de faire un tour d'horizon de l'actualité sur le continent africain, mais aussi de passer en revue les relations bilatérales. Nous avons parlé de la coopération bilatérale. Bien entendu, vous connaissez les relations entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, qui sont des relations excellentes. Les progrès sont impressionnants en Côte d'Ivoire et nous avons également parlé du dernier sommet de l'Union africaine et l'agenda 2063 qui a été confié à la Côte d'Ivoire, le financement de l'Union africaine et également le changement de leadership au niveau de la conférence des chefs d'État du président Kagame et du président Sissi. Nous avons évoqué un certain nombre de questions régionales qui sont bien évidemment importantes pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la France. Et les questions spécifiques ivoiriennes ont concerné notre volonté de maintenir le programme du métro et d'assurer son financement et de travailler à la mise en œuvre rapide de l'Académie pour la lutte antiterroriste. Sur le métro, nous avons, vous savez, un linéaire de 37 km et demi. Évidemment, quand il y a des avant-projets sommaires, bon, c'est des termes très techniques, on se rend compte quelquefois que les montants sont très élevés, dehors de l'enveloppe qui avait été arrêtée avec le groupe STAR, le groupe d'entreprises françaises. Donc nous travaillons à faire en sorte que le financement du métro soit à l'intérieur de ce qui a été arrêté au départ. Répondant aux questions des journalistes présents à l'Élysée, le président Alassane Ouattara a donné plus de précisions sur l'exécution du plan social du gouvernement sur la période 2019-2020. J'ai dit que l'année 2019 et l'année 2020 sont les 2 années du social. La Côte d'Ivoire a eu des performances économiques parmi les meilleures au monde. Depuis 7 ans, nous avons des taux de croissance annuels d'environ 8% par an, un taux d'inflation très bas, de 1 à 2%, une maîtrise des dépenses publiques, un déficit budgétaire de 3 à 4%, et j'en passe. Donc c'est un pays qui est bien géré au plan macroéconomique, les performances sont là, les infrastructures ont été construites, nous avons amélioré l'accès à l'eau potable, à la santé, aux écoles, à la santé, mais nous avons pensé qu'il fallait faire un effort particulier sur le social, puisque beaucoup de gens nous disent oui, tout ça va très bien, mais au niveau de la réduction de la pauvreté, nous ne ressentons pas de manière effective
donc les progrès. Et c'est vrai que le taux de pauvreté a baissé en dessous de 50%, de 40 à 45%, alors que nous étions largement au-dessus. Et nous avons concentré plus d'1,2 milliard d'euros de dépenses sur ces 2 années, en complément des dépenses déjà dans le budget, pour cibler un certain nombre de dépenses précises. Par exemple, si vous allez dans une région et que les pompes villageoises ne fonctionnent pas par manque de réparation, ce programme social le fait. S'il y avait des poteaux d'électrification qui ont été là, mais que malheureusement l'électricité n'était pas arrivée, nous approvisionnons immédiatement la localité. Nous avons mis en place un programme d'électricité pour tous. Au lieu de 150 000 francs CFA pour que le particulier puisse brancher l'électricité, ce qui fait quand même plus de 200 €, nous avons mis un système où avec 1000 francs CFA, on peut avoir de l'électricité et payer le reste sur 10 ans. Le chef de l'État a également réagi au débat sur la fiabilité du franc CFA. J'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors je tenais à le préciser, le franc CFA est une monnaie solide, c'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale de l'État de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains, et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher des francs CFA? Mais par contre, dans la zone de CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Et c'est une monnaie, bien sûr, pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun. Outre le projet de métro d'Abidjan, les lignes de l'amitié ivoiro-française s'écrivent également avec la phase 2 du contrat de désendettement et de développement CDD, un mécanisme de financement de projets de développement qui vaut 738 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020. Ici en Côte d'Ivoire, le nouveau conseil municipal de Grand Bassam installé aujourd'hui, c'était en présence du vice-président Daniel Kablan. D'un camp, un conseil dirigé par Jean-Louis Moulot. Cette nouvelle équipe municipale entend mener des actions de développement, un engagement pris alors que les attentes sont nombreuses, comme nous l'explique Mahama Traoré. Grand Bassam, ville historique, Grand Bassam, ville touristique, Grand Bassam, cité balnéaire et première ville ivoirienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une renommée internationale quelque peu ternie ces derniers mois par des tensions politiques nées de la dernière élection municipale. La page électorale tournée, les défis quotidiens de développement refont surface, des défis communs à tous les Bassamois, toute obédience politique confondue. Quand il pleut à Grand Bassam, on constate de l'eau qui stagne par endroits. Et puis, surtout au niveau des infrastructures routières, nous attendons beaucoup du maire. En tant que femme, on aimerait que le maire subventionne nos projets. Parce qu'on a besoin de financement pour pouvoir réaliser nos projets. Ce que nous on veut plus encore, c'est d'avoir des emplois pour les jeunes. Jean-Louis Moulot, le nouveau maire de Grand Bassam, dit être bien conscient de la tâche qu'il attend. Investi ce samedi 16 février par le vice-président Daniel Kablan d'un camp, il s'engage à être à la hauteur des attentes des populations. Je m'inscris donc résolument dans la logique de la cohésion, de la paix, de l'unité entre les fils et les filles de Grand Bassam, sans parti pris et sans exclusive. Je considère que c'est le moment d'appeler tous les enfants de Grand Bassam au rassemblement. C'est le moment de faire taire nos divergences pour faire de Grand Bassam, ville historique, première capitale de notre pays, la porte d'une Côte d'Ivoire nouvelle, unie
solidaire et émergente. C'est donc le moment de tenir les 16 engagements pris lors de la campagne électorale. 16 engagements pour améliorer les conditions de vie des populations et contribuer ainsi à l'essor socio-économique de Grand Bassam. Au conseil municipal de Grand Bassam peut compter sur le soutien du RHDP. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était à la tête d'une délégation de hauts cadres de ce parti. Ils étaient donc nombreux ce samedi à assister à cette cérémonie d'investiture. On retrouve Mahama Traoré. Place Carrefour Jeunesse de Grand Bassam ce samedi. Près d'une dizaine de membres du gouvernement, avec à leur tête le vice-président de la République, venu investir Jean-Louis Moulot dans ses nouvelles fonctions de maire de la commune de Grand Bassam. Je crois, mesdames et messieurs, à la capacité de Jean-Louis Moulot, au regard de sa foi dans le développement, pour avoir servi dans l'équipe du modèle de développement qu'est Alassane Ouattara. Ce qui lui reste à faire, Jean-Louis Moulot, c'est de faire comme le président Alassane Ouattara, son mentor, de faire en sorte que la croissance et le développement de Grand Bassam soient à l'image de celle que le président, son Excellence Alassane Ouattara, a imprimée à la Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale. Pour les hauts cadres du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la victoire de Jean-Louis Moulot à l'élection municipale est la preuve que Grand Bassam adhère à l'idéologie oufouettiste. Aujourd'hui, il est à noter que cette victoire est une victoire qui marque la présence du RHDP ici à Grand Bassam et la présence du président de la République Alassane Ouattara ici à Grand Bassam. Grand Bassam veut poursuivre son développement avec le RHDP. Oui, Bassam veut poursuivre son développement avec le président du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara. Chère population de Grand Bassam, vous n'avez pas fait un mauvais choix. Vous avez choisi quelqu'un qui a la confiance des premières autorités de ce pays-là. Je pense que vous devez être fiers du choix que vous avez fait parce qu'avec Jean-Louis Moulot, le développement sera une réalité ici. Et le vice-président Daniel Kablan-Duncan d'assurer le nouveau conseil municipal et les populations bassamoises du soutien constant de l'État. Je voudrais saisir l'opportunité de cette rencontre pour lancer, au nom du président de la République, un appel solennel à la paix, à la discipline, au travail, au rassemblement pour poursuivre l'œuvre de construction de notre chère Côte d'Ivoire. En effet, nous devrons préserver la paix, l'entente et la cohésion sociale, porteuse de développement durable et de progrès partagés. C'est l'héritage premier que nous a légué le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, de qui nous réclamons tous. Entre autres projets que le gouvernement compte lancer cette année à Grand Bassam, la réouverture de l'embouchure, le prolongement de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam à Samo ou encore la réhabilitation des bâtiments historiques du quartier France. Toujours dans l'actualité politique, le RACI, Réseau des Amis de Côte d'Ivoire, devient un parti politique, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Une décision prise aujourd'hui à l'Assemblée générale constitutive. Le premier congrès se tient en avril. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Le RACI, le Réseau des Amis de Côte d'Ivoire, mouvement né d'une initiative de fédérer les opinions autour des valeurs d'union et de démocratie, devient un parti politique. Désormais, le RACI sera le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et se veut un parti d'opposition sur la scène politique ivoirienne. La formation a pour idéologie le social-démocrate et elle se donne pour credo solidarité, justice, travail. L'objectif c'était de créer le parti et tout parti politique c'est la prise du pouvoir d'État. Nous pensons aujourd'hui que nous pouvons modestement apporter notre contribution à la construction de notre démocratie et surtout à participer à un débat politique qui doit être au service des Ivoiriens. Le parti souhaite également promouvoir la réconciliation nationale et la paix. Nous sommes une nation qui comprend 62 ethnies, une nation du nord au sud, une nation de l'est à l'ouest, une nation du centre qui doit vivre nécessairement ensemble. Le président du parti annonce la création d'un groupe parlementaire du nom du Rassemblement à l'Assemblée nationale. En avril prochain, le RACI tiendra son premier congrès.
Parlons à présent de cette grève dans l'éducation nationale. Les salles de classe sont fermées depuis plusieurs semaines. Les mamans indignées appellent les acteurs au dialogue afin qu'une solution soit trouvée. Je vous propose un extrait de la déclaration. Nous, mamans indignées, saluons les initiatives contribuant à trouver des solutions durables à cette crise qui compromet l'éducation et l'avenir de nos enfants. Saluons le gouvernement pour les efforts consentis et l'encourage à continuer de créer les conditions d'une éducation de qualité au bénéfice des enfants ivoiriens. Selon la haute vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Constatons avec bonheur l'engagement des syndicats à poursuivre le dialogue avec les pouvoirs publics afin de parvenir à une sortie de crise rapide. Exhortons tous les enseignants de Côte d'Ivoire à avoir toujours à l'esprit le sens de leur sacerdoce et à en œuvrer pour la réussite de nos enfants. Encourageons dès lors tous les enseignants de Côte d'Ivoire à s'inscrire dans la dynamique de la trêve sociale signée en 2017 avec le gouvernement. Encourageons les syndicats à agir avec un sens aigu de la responsabilité et du civisme pour le retour de la sérénité avec nos écoles. Lançons un vibrant appel à tous les enseignants de Côte d'Ivoire pour la reprise des cours dès le retour des congés de février. Rappelons que sur ce sujet, le dialogue reprend ce lundi 18 février entre les acteurs du système éducatif. Le ministre de la Culture entreprend une série de visites des sites culturels. Maurice Kwaku Bandama était hier vendredi dans la ville historique de Sassandra. Il a lancé le démarrage de la zone de développement culturel. On fait le point avec Sam Conan. Je suis ici à Grand-Trevin, dans un tunnel qui aurait servi à la traite clandestine. Nos historiens sont en train de travailler pour rassembler toutes les preuves, mais d'après la population, d'après la tradition orale, toute cette zone a servi à l'esclavage. Le ministre Maurice Kwaku Bandama sur la route de l'esclavage. Sassandra ayant été une porte d'entrée et un comptoir pour l'esclavage clandestin, le ministre de la Culture et de la Francophonie est venu visiter les sites culturels de cette ville historique. La résidence du commandant du cercle, la résidence de vacances du gouverneur Benjé, le comptoir commercial, le monument aux morts, la paroisse bâtie en 1940, la grotte, le tunnel conduisant à la mer et la porte appelée porte de non-retour de Grand-Trevin ont été visités par le ministre avec des explications de sa chambre. Les Anglais sont venus en 1492. Leur chef de bord, c'est capitaine Fish. Le tunnel servait de passage des esclaves pour sortir à la porte de non-retour. Mais si on a jugé utile de creuser un tunnel et de faire à l'arrière de la côte un point de camouflage, ça ne peut qu'être à l'époque de la traite clandestine. Il reste maintenant pour nous autres chercheurs à trouver quels sont les négriers qui ont construit cette structure et qui ont pratiqué la traite clandestine ici. Le président de la République a décidé de restituer à Sassandra toute sa valeur économique en créant une zone de développement économique pour un coût de plus de 20 milliards de francs CFA. Cette zone de développement économique ne peut pas se faire sans la zone de développement culturel qui naturellement précède la zone de développement touristique. Donc je suis venu pour, au nom du chef de l'État, lancer effectivement le démarrage de la zone de développement culturel qui nécessite d'abord que nous identifions tous les sites et monuments
qui auront servi à l'histoire moderne, l'histoire ancienne, la traite. Faire l'inventaire de tout le patrimoine immatériel pour que nous puissions inscrire certains biens, la danse comme on l'a fait pour le Zaouli et pour le balafon, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, le président Ouattara, à qui nous devons dire merci, infiniment merci, veut donner, veut restituer à la région de Boclé, à Sassandra Fresco, l'histoire. Parce qu'on a toujours fait de d'autres lieux des patrimoines, mais il est bien que Sassandra mérite d'être patrimoine de l'UNESCO. Sassandra, ville historique, ville culturelle et touristique. Un autre site touristique mais très peu connu, le point précis qui constitue le centre du pays est situé à Béoumi, en face du lycée moderne. Les références exactes du BNET l'attestent bien. C'est une richesse touristique à découvrir. Justement, allons à la découverte du véritable centre du pays avec Kader Sogodogo. Béoumi, 60 km à l'ouest de Bouaké. La localité regorge de nombreux sites touristiques. Le Bandama et ses poissons, des joyaux comme les deux ponts, le Goli, une danse bien appréciée, etc. Béoumi regorge également d'une autre richesse touristique méconnue à ce jour. Les scientifiques vous diront le point Pi, le véritable centre de la Côte d'Ivoire, identifié par le BNET et l'ONUCI. Une borne azimut indique le site qui est en face du lycée moderne de la ville. On est venus ensemble, ils avaient leur appareil et lorsqu'ils ont interrogé les appareils, effectivement, l'appareil a bien indiqué que c'était effectivement le centre. Et ils ont dit que c'était le centre azimut. Ils ont dit simplement que c'est comme si quand on plie la carte de la Côte d'Ivoire en 4 parties, le centre que ça retrouve au-dessus de cette carte-là, c'est là que ça se trouve, où je suis arrêté. Voilà. Et ils m'ont même donné ce jour-là tous les coordonnées GPS de ce lieu. Un site qui est une véritable richesse. C'est un endroit qui aujourd'hui peut apporter une grande promotion de la ville de Béoumi et de l'appartenance de toute la Côte d'Ivoire. Parce que du point de vue touristique, ça peut intéresser les Ivoiriens d'abord et tout l'extérieur de la Côte d'Ivoire de reconnaître que le stand de la Côte d'Ivoire est en ce point bien précis. Au-delà de ça, au plan spirituel, parce que nous sommes également spiritualistes, au plan spirituel, tout ce qui est point central pour un pays peut dégager beaucoup d'énergie positive lorsque nous venons là pour pouvoir invoquer le Créateur. Je souhaiterais que toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier viennent découvrir cet emplacement-là, car il est porteur de véritables intérêt pour toute la nation ivoirienne. Et nous souhaitons que les prières partent d'ici pour une véritable Côte d'Ivoire rassemblée et unie pour le développement de notre pays. À Béoumi, certaines personnes ignorent cette richesse. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est Bouaké Yamoussoukro. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est Bouaké. Heureusement que quelques personnes en savent davantage. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est Béoumi, mon papa. Le travail forcé, comme les Blancs venaient ici et ils se sont renseignés, la Côte d'Ivoire, le centre, c'est Béoumi. Et c'est pourquoi j'ai su ça. Les autorités municipales entendent tirer profit de ce trésor naturel. On a de très bons projets pour rendre ce site-là un véritable site touristique pour attirer assez de touristes. Depuis l'arrivée de M. Jama Kouassi, nous travaillons pour rendre ce site un site touristique. D'ici là, le point Pi de la Côte d'Ivoire, le véritable centre du pays, reste dans la bourse, méconnu et inexploité. À l'INSAC, les créations sont plutôt exploitées. L'on veut bien promouvoir les œuvres. C'est l'objectif des journées portes ouvertes du lycée d'enseignement artistique. Elles ont démarré hier vendredi à l'Institut national des arts et de l'action culturelle. Jean-Marc Djadji, Franck Quadio. Chant, orchestration musicale pour démarrer les journées portes ouvertes du lycée d'enseignement artistique, une des écoles de l'Institut national des arts et de l'action culturelle, INSAC. L'objectif est de faire le bilan semestriel des résultats scolaires et rapprocher le corps enseignant des parents d'élèves en vue d'améliorer les performances du lycée. Nous avons initié cette journée portes ouvertes que nous dénommons la journée du Léa pour faire le bilan à mi-parcours. Et au cours de ce bilan, nous
félicitons et récompensons nos meilleurs élèves. Nous n'attendons pas la fin de l'année parce que nous voulons que ceci soit un exemple pour ceux qui traînent encore les pas afin qu'ils puissent se remettre dans le train de l'excellence pour de meilleurs résultats en fin d'année. Nous rassemblons tous les parents pour qu'ils viennent échanger avec les professeurs. Plusieurs expositions et récompenses ont animé ces journées, donnant l'occasion aux parents d'élèves de découvrir les œuvres d'art de leurs enfants. Les responsables du DEA ont eu l'habitude d'organiser cette journée-là, qui apporte beaucoup aux enfants. Ça permet aux enfants de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, les parents, nous les encourageons beaucoup. Nous encourageons beaucoup la direction à faire ce travail-là pour que le travail soit toujours excellent. Créé en 1994, le lycée d'enseignement artistique a pour mission de valoriser la culture ivoirienne à travers la formation des apprenants. Un reportage de Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. On reste toujours en culture et je vous emmène à la 3e édition du festival Les Escales d'Abobo. Danse africaine et contemporaine au menu, la rencontre s'est achevée aujourd'hui. Les initiateurs veulent promouvoir la culture ivoirienne ainsi que les troupes artistiques de la commune d'Abobo. On en parle avec Serge Coléa. Rythme, couleurs et percussions à Abobo Anador pour le démarrage de la 3e édition du festival Les Escales d'Abobo. L'événement, initié 2 ans plus tôt par le percussionniste ivoirien de classe mondiale, Baba Touré, gagne en intensité. En tant que professeur de la musique, en tant qu'ambassadeur de la culture, de la tradition, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de mettre quelque chose ici dans ma commune, dans mon pays, pour toujours continuer à défendre ma culture et ma tradition. Et aussi permettre aussi aux artistes et à la population de partager quelque chose ensemble, de vivre quelque chose en communion. Le contenu du festival, c'est d'abord présenter nos danses traditionnelles et ouvrir aussi un petit chemin aussi aux artistes locaux. Les Escales d'Abobo, c'est aussi un pont culturel entre la Côte d'Ivoire et le monde. Baba Touré, professeur de percussion basé en France, est venu avec une dizaine de stagiaires. L'objectif pour nous, c'est de parfaire la connaissance de la culture africaine, ivoirienne, de découvrir les masques, des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent. Ces jeunes ont montré qu'ils sont déjà imprégnés des réalités culturelles ivoiriennes. Parrain de ce festival, Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, a dépêché un de ses collaborateurs pour le représenter. Je voudrais donc saluer encore notre jeune frère, Touré Baba, qui fait honneur à notre commune et il a le soutien total du maire Ahmed Bakayoko. Le Burkina Faso est le pays invité d'honneur de ce festival qui s'achève le samedi 16 février. 14 février, une date importante pour bien de couples, la fête de la Saint-Valentin. Ils sont nombreux à marquer ce jour. Dans ce reportage de Franco Quadio, il nous dit comment les Ivoiriens ont célébré l'amour. Les rues menant à la Riviera, dans la commune de Cocody, sont bien calmes. Un calme trompeur dans ce grand hôtel. L'ambiance a une coloration particulière. Se dire oui, un 14 février. Le jour où les effluves de l'élan d'amour sont poussés à leur paroxysme, ils sont plusieurs à en avoir rêvé. Lui, il l'a réalisé. Jean-Michel Aunin, animateur radio-télé, a dit oui à Michaela. C'était justement calculé parce que c'est pour moi une manière très entière de dire à ma chérie que je l'aime beaucoup et que je l'aime pour toujours. Et il fallait marquer son esprit parce que aimer, c'est aussi marquer les esprits, c'est laisser à l'être aimé des souvenirs impérissables. Des personnalités du monde du showbiz, de la communication venues en soutien du glamour, ce jour de la Saint-Valentin, un moment précieux pour le couple à 8. Je pense que tous les jours on célèbre l'amour, mais c'est un jour qui est spécial, qui nous permet de marquer le moment, de faire savoir à l'être aimé que c'est un jour spécial pour nous. Direction Abobo, pour une ambiance plus chaude. La Saint-Valentin, l'occasion de faire de bonnes affaires. Plus de cartons aujourd'hui. Bon. Oui, c'est presque fini, il me reste pratiquement presque plus de poissons. Laissez les chiffres et les comptes, revenons à l'amour. Aline et Jean, des jeunes qui disent à vouloir se marier bientôt. Pour eux, ce 14 février a un cachet spécial. Ousmane et sa femme sont ensemble depuis plusieurs années. Chaque Saint-Valentin est l'occasion de raffermir leur amour. L'amour, toujours, et le mot pour le traduire,
c'est selon l'inspiration. Je t'aime chérie, c'est tout. Je lui dis simplement que je l'aime beaucoup, qu'il est tout pour moi. Pareil pour moi aussi, en tout cas, mon souhait c'est qu'on reste ensemble pour toujours. Je dirais merci pour tout l'amour qu'elle m'apporte dans ma vie. Le 14 février, Saint-Valentin, les Abidjanais ont célébré l'amour, comme le disent certains, une célébration qui devrait être un acte permanent et quotidien dans le cœur et dans la pensée. Et moi, je vous souhaite plein d'amour. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.